Bonjour à tous. Merci d'abord à Mansour Kébé et à tout le monde, à tous les participants. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi de parler de Cheikh Anta Diop et à la fois c'est quelque chose d'assez impressionnant vu la stature de ce personnage, à la fois égyptologue, physicien, historien, linguiste, ethnologue. Et peut-être avant tout, et c'est sur cette dimension que j'aimerais insister aujourd'hui, avant tout un militant politique. En fait, il faut comprendre que l'œuvre de Cheikh Anta Diop se conçoit comme une unité. Ses versants scientifiques s'articulent avec une dimension politique. J'aimerais revenir un petit peu aujourd'hui sur quelques idées très originales qu'il a pu développer euh, à visée politique, donc à visée d'exercer le pouvoir, et qui vise surtout à transformer les conditions d'existence des populations africaines. Et en cela, Diop s'inscrit vraiment dans la tradition du panafricanisme politique. Je me base sur deux ouvrages, cet ouvrage-là que je vois, je ne sais pas si vous le verrez dans le bon sens, de José do Nascimento, qui s'intitule La pensée politique de Cheikh Anta Diop, et sur un ouvrage sur lequel je vais revenir plus longuement, qui est l'ouvrage pour moi un peu phare du point de vue politique de Diop, qui est les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Juste un exemple, peut-être pour dire à quel point finalement euh, ces idées que Diop a développées sont à la fois datées, il faut les restituer dans un contexte, celui des années 40, 50, 60, jusqu'à 80, 86, l'année de sa mort, et à la fois complètement visionnaire. Et donc là, il a tout un passage dans cet ouvrage, donc, qui est écrit en 1960, sur les sources énergétiques de l'Afrique. Et je pense que c'est des débats qui sont complètement actuels et que vous n'ignorez pas quand on connaît les problèmes d'approvisionnement énergétique que connaissent la plupart des pays africains et notamment le Sénégal. Alors quelques mots en guise d'introduction sur son parcours, sa trajectoire biographique. Il naît en décembre 1923 à Tietou, dans la région du Baol. Il est apparenté par sa mère à Cheikh Ahmadou Bamba, et il va faire des études très tôt, il va pratiquer l'école coranique. Un peu plus tard, il va aller au lycée à Djurbel, puis au lycée Faidherbe à Saint-Louis, et puis au lycée Van Veloven à Dakar. En 1945, il obtient une bourse, il rejoint la France. Il y a en fait trois périodes politiques dans la vie de Cheikh Anta Diop, à mon sens. Une première qui est celle de son apprentissage politique en France. Alors, en 1950, il va avec d'autres fonder l'association des étudiants du Rassemblement démocratique africain, dont il va être le secrétaire général de 1951 à 1953. L'année suivante, en 54, c'est l'apparition de Nation d'agriculture, le livre qui vraiment va le faire connaître auprès du grand public, mais c'est déjà un militant politique. Un peu plus tard, en 1960, il soutient sa thèse à la Sorbonne, à Paris, et il rentre cette année-là au pays, au Sénégal, l'année de son accession à l'indépendance. Il va créer un premier parti en 1961, le Bloc des masses sénégalaises, BMS, qui est composé en partie des déçus de Senghor et de Dia, de l'Union progressiste sénégalaise. Dès juillet 62, il va être arrêté, il va passer un mois en prison. Puis, en 63, le BMS va être interdit. Alors que Senghor, donc suite à la crise de décembre 1962, qui voit l'éviction de Mamadou Dia du pouvoir, on va avoir une vague de répression politique qui avait déjà commencé un peu plus tôt, et le BMS de Cheikh Anta Diop va être interdit après qu'il ait refusé aussi des portefeuilles ministériels. Donc il refuse vraiment, il est dans une perspective d'intégrité politique, il ne veut pas se compte. Il va créer un peu plus tard le Front National Sénégalais, en 64, qui va réclamer la libération des prisonniers politiques, dont Mamadou Dia, qui est enfermé à Kédougou. Après l'interdiction du
Front National sénégalais, il va un petit peu se retirer de la vie politique. Ça, c'est des choses sur lesquelles on pourrait revenir. Et il joue pas un rôle, par exemple, dans la crise de mai 68 au Sénégal. Il fait ses activités de chercheur à l'IFAN. Donc, comme vous le savez peut-être, comme ça a été dit, il n'a pas obtenu de poste à l'université sous la présidence de Senghor, hein, qui lui a refusé ce poste. Donc, il est chercheur à l'IFAN, l'Institut français d'Afrique noire, qui devient un peu plus tard l'Institut fondamental d'Afrique noire, hein, qui change juste le terme. Ça, c'était un petit peu la deuxième période, hein, qui sont les années de retour au pays. La troisième période politique de Cheikh Anta Diop est à partir de 76, où il va créer un autre parti, le Rassemblement national démocratique sénégalais, interdit par Senghor et qui sera autorisé finalement par Abdou Diouf en 1981. En 83, il va se présenter aux élections législatives. Hein. Il est député, hein, du Rassemblement national démocratique, mais face à ce qu'il estime être des fraudes, hein, il refuse de siéger à l'Assemblée nationale. Donc signe encore une fois de l'intransigeance sur le plan idéologique, pratique de Cheikh Anta Diop. En fait, comprendre la pensée politique, hein, de Cheikh Anta Diop et son actualité surtout, hein, je pense qu'on pourra discuter un peu plus tard, c'est se plonger dans ses idées maîtresses, dont l'une d'elles, et c'est peut-être son idée principale sur laquelle il va s'appuyer pendant tout ce parcours, c'est la restauration de la conscience historique des peuples africains. Dès 1948, en fait, hein, alors il a à peine 25 ans, donc on voit aussi vraiment une très grande précocité dans l'œuvre de Diop. Il va écrire un article qu'il intitule « Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine ?» Et en fait, il propose déjà pour l'Afrique, hein, et non pas seulement pour le Sénégal, hein, c'est aussi de l'ampleur de la vision qu'il a, hein, cette notion de renaissance. Cette notion de renaissance, c'est quelque chose qui est repris de manière, à mon sens, un petit peu galvaudée aujourd'hui, qui a été repris par Abdoulaye Wade, notamment avec cette statue en 2010. Hein. Mais les trajectoires de Diop et de Wade, qui sont de la même génération, ne peuvent pas être, à mon avis, comparées. D'ailleurs, Wade n'a même pas reconnu la dette, en fait, hein, qu'il avait à l'égard de Cheikh Anta Diop. En fait, en 48, Diop va vraiment s'attaquer à l'homme politique sénégalais le plus en vue, hein, ou en tout cas celui qui monte, qui est Léopold Sédar Senghor. Il resterait, je pense, une étude un peu plus poussée à faire, hein, entre ces deux hommes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dès le début des années 50, Diop pose la question de l'indépendance, la question de la souveraineté, et pas une souveraineté qui soit uniquement formelle, mais une souveraineté qui soit au service des peuples africains, tandis que Senghor professe plutôt la notion d'Eurafrique, la notion de métissage, la notion de partage. On sait que Senghor, hein, jusqu'à la fin des années 50, ne voulait pas aller à l'indépendance. Donc on voit déjà la différence entre les deux. La question, en fait, qui est posée par Diop, hein, c'est non pas celle de la légalité des droits au sein du système colonial, hein, ce dont la plupart des intellectuels africains parlent au milieu des années 50, mais bien celle de l'émancipation, de l'indépendance par rapport à ce système colonial. Diop a une vision extrêmement historique, hein, des problèmes. Il a une vision qu'il va développer dès son thème, son œuvre principale, Nation d'agriculture, qui est de regarder vers le passé pour fonder une assise sociologique, une assise culturelle, une assise légitime pour s'intéresser au futur des sociétés africaines. Et ce qui lui sera beaucoup reproché, hein, dans cette thèse par des intellectuels européens, en partie majoritairement français, c'est pas tant finalement d'avoir dit que l'histoire de la civilisation égyptienne avait été faite par des hommes noirs, mais bien qu'ils avaient eux-mêmes conçu, c'est pas qu'ils avaient la peau noire, c'est qu'ils aient réussi à fonder une telle civilisation. Dire ça, en fait, en 1954, alors
que les peuples subsahariens sont sous domination coloniale, c'était complètement inverser le rapport historique et donc l'historicité du processus de développement. C'est-à-dire que le combat de Diop, de viser à réécrire l'histoire, réécrire le passé, implique aussi, se donne les moyens de réécrire le présent et le futur. Le thème que Diop craint à la veille des indépendances pour l'Afrique, c'est l'absence d'idéologie. Et donc, d'un point de vue pratique, ce que Diop prône, et il ne va pas être le seul à prôner ça, c'est la question d'un État fédéral, qui est un objectif pour la plupart des panafricanistes, bien sûr, qui va être porté politiquement par quelqu'un comme Kwame Nkrumah au Ghana, un peu plus tard par Julius Nyerere depuis la Tanzanie. Ce qu'il faut ajouter, c'est que l'État fédéral en soi n'est pas un but. Il faut penser à un État fédéral avec un système politique, avec un régime politique, un système éducatif, un système économique, l'organisation de la foi, etc. En fait, il faut distinguer entre des indépendances formelles, ce que sont aujourd'hui les États africains sur le plan international, avec des souverainetés sur le plan interne, c'est-à-dire sur le contrôle de l'ensemble des ressorts qui confèrent à un peuple ou à une nation la capacité à l'initiative historique. Peut-être que un dernier point, un peu plus critique, c'est si l'œuvre de Cheikh Anta Diop est proprement magistrale, il faut bien reconnaître que plus de 60 ans après l'apparition de ce livre, Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, que vraiment je vous engage à lire, si je pense qu'il peut se trouver à Dakar ou peut-être même sur Internet, c'est qu'à la différence de plusieurs panafricanistes renommés, je pourrais citer Nkrumah, Lumumba, Sankara, ou pour parler du Sénégal, peut-être Mamadou Dia, Diop n'a pas eu à exercer le pouvoir. Donc il n'a pas pu mettre en pratique les idées qu'il professe dans cet ouvrage. Tous ces dirigeants que je viens de citer ont été éliminés. Ça, c'est un premier point à noter, et dont certains assassinés, notamment Sankara et Lumumba. Donc en fait, les idées de Diop, c'est pas qu'elles sont pas justes, c'est qu'elles se sont affrontées, opposées à des forces réactionnaires qui ne souhaitaient pas lâcher le pouvoir. La question de la prise du pouvoir est quelque chose qui mériterait, je pense, d'être discuté plus largement dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop. On a beaucoup d'insistance sur la question des élites africaines, donc qui seraient, selon ces termes, complexées et donc empêchées d'agir. Des réponses qu'il apporte, c'est de l'éducation. Et plus largement, ça pose aussi la question de la langue, quelque chose, un des thèmes fétiches un petit peu de Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire qu'il est toujours plus difficile d'éduquer des enfants dans une langue qui n'est pas la leur. On a de fait un retard. Il y a aussi la question de l'éducation populaire, sur lequel Diop ne revient pas, à mon sens, beaucoup, mais qu'on pourrait développer. Donc, comment on s'intéresse à forger des masses qui soient conscientes des enjeux pour conquérir le pouvoir. L'œuvre de Cheikh Anta Diop est réalisée dans un contexte qui est celui de la guerre froide, qui est celui des années 40, 50, 60. Dans le contexte d'un affrontement entre un bloc socialiste, doctrinal, et un bloc occidental, libéral, souvent procédant même à l'absence de doctrine. À l'heure où ce bloc socialiste n'existe plus, à part une ou deux nations, et que le bloc libéral l'a emporté, symbolisé en Afrique par l'irruption de différents impérialismes, peut-être que la question de l'organisation politique, de la résistance politique, de l'engagement, des formes d'organisation, que ce soit, on pourrait discuter, que ce soit dans le cadre de la société civile, dans le cadre de partis politiques ou dans le cadre d'autres initiatives, de la question de la solidarité avec d'autres peuples en lutte, devrait être posée et reste, selon moi, complètement d'actualité. C'est un petit peu à ça que nous engage, selon moi, l'œuvre de Cheikh Anta Diop, qui, au-delà du continent africain, et c'est déjà immense,
permet de réfléchir à une transformation des conditions historiques au-delà seulement de la géographie africaine. Je vous remercie.